Amis judokas passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous. Notre invité est originaire de région parisienne et fait ses premières armes dans le judo à Noisy-le-Sec, au JC Noiséen. Animée par une envie de réussir émanant en partie de la disparition de son papa, elle devient rapidement accro à ce sport et les résultats s'enchaînent. Avec des médailles mondiales dans toutes les catégories d'âge, aujourd'hui, c'est vers un titre olympique que notre invité se dirige. Déjà pressentie pour une médaille olympique à Rio en 2016, elle y renonce à quelques mois de l'échéance. Dans un premier temps, c'est le corps qui lâche, dans un second, c'est la tête. Si bien qu'elle claque la porte au judo pendant quelques temps et part se ressourcer en Espagne, lieu où elle se reconstruira progressivement. Elle ne tardera pas à reprendre du plaisir à faire du judo. Alors, monter de catégorie de poids sera la meilleure décision à prendre. Depuis, elle s'est imposée comme la numéro 1 mondiale en moins de 52 kg. Amandine Buchard, c'est tout de suite dans Mondo Judo. Bienvenue à tous sur Mondo Judo. Aujourd'hui, on reçoit Amandine. Amandine, salut. Merci d'avoir pris ton temps pour répondre à notre sollicitation. Et puis, comment ça va? Les petits bobos, etc. Dis-moi comment écoute, moi ça va très bien. Je suis en pleine préparation olympique. Là, je ressors d'une petite blessure. J'avais une fracture du dernier doigt de pied. Du coup, j'en ai eu pour 6 semaines le temps que ça se calcifie tout ça. Et là, voilà, j'ai repris judo aujourd'hui, nagekomi, technique, tout ce que je peux faire d'habitude. Là, c'est vrai que cette semaine, c'est un peu compliqué parce qu'avec le Covid, on n'a pas de séance randori à l'INSEP et là, on est à un peu plus de 2 semaines des Europes. Ça fait 6 semaines que j'ai pas fait de judo, j'ai besoin de faire de la baston. Mais avec les entraîneurs, on va organiser des combats avec des personnes qui seront testées négatives pour faire des simulations randori compète. Donc voilà, à part ça, tout va bien. C'est cool, tu arrives à t'organiser, c'est cool. Donc les compètes, là, tu nous parles des Europes. Les Europes, en ligne de mire, les Europes, puis après les Jeux Olympiques ou des tournois avant, c'est quoi un peu la stratégie? Pour l'instant, la sélection olympique n'est pas encore sortie. Exactement. La stratégie, à la base, c'était, aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans que je suis numéro 1 mondiale. J'ai gagné les 2 dernières compétitions, dont le Master où il y avait quand même les meilleurs de la catégorie. La stratégie de l'arbitre, c'était tu cours pas après les points, tu es bien placé. Là, il va falloir s'économiser, éviter les risques de blessures, les risques d'exposition, parce que forcément, la concurrence, ils vont déjà le Covid, mais aussi par rapport à la concurrence. Donc il m'a dit que c'était bien de limiter les sorties, donc on avait dit 2 sorties avant les Jeux. La base c'était Géorgie, Europe peut-être, parce qu'il devait y avoir Paris. Donc moi l'arbitre m'avait dit c'était Paris ou les Europes. Il m'a dit le mieux c'était de faire Paris parce que il y avait des chances qu'il y ait les Japonaises. Contrairement aux Europes. Donc on avait choisi Paris, finalement pas de Paris cette année, donc ce sera les Europes. Ça me permettra de prendre les européennes, surtout que dans ma caté, la plupart des filles performantes sont européennes, à part la japonaise AB. Donc Europe, et puis on est en train de voir pour le championnat du monde, parce que c'est mi-juin, les Jeux c'est fin juillet. Un bon mois avant les Jeux, quoi. C'est un bon mois avant les Jeux. Après, ça dépendra des profils. Moi, pour ma part, j'avais dit à l'arbitre, écoute l'arbitre, ma dernière compète avant les Jeux, ce serait avril. Ça me fait quand même pas mal de temps sans compète, j'ai besoin de combattre. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien faire les mondes, d'autant plus que c'est à Budapest, je peux combattre, rentrer le lendemain, je fais pas les équipes. Si c'était un championnat du monde au Japon, je ne l'aurais pas fait parce que je me serais mis un décalage horaire à 1 mois et demi des Jeux. J'aurais dû me remettre sur le décalage en France pour me remettre dans le décalage japonais. Donc la stratégie, c'est Europe, peut-être monde et JO. Et l'idée, ce serait d'arriver numéro 1 sur les Jeux ou même pas?
Peu importe ton classement, le ranking, tu le moi, classement, il va falloir toutes les battre. Vraiment, peu importe, parce que maintenant, ça fait 3 ans que je suis numéro 1 mondial, donc ça fait 3 ans que je démarre les compètes en étant tête de série. On va dire que je m'y suis habituée, entre guillemets, et je ne me mettrai pas une pression particulière parce que c'est les jeux. D'autant plus que j'ai jamais fait les jeux. Là, cette année, ce sera des premiers jeux dans des conditions un peu spéciales. Ouais, surtout qu'il n'y aura pas de public. Sans public, ça va être particulier, mais ça restera des Jeux Olympiques. Oui, après, les journalistes me demandent souvent, oui, mais ça vous fait pas bizarre qu'il n'y ait pas de public? Je fais, mais vous savez, je les ai pas connus avec public. Donc moi, dans tous les cas, tant que j'ai mon adversaire en face et que je suis en condition pour faire mon combat, je ferai mon combat. Pour moi, ma médaille aura la même saveur. Bien sûr. Peut-être même encore plus savoureuse. Étant donné la situation, est-ce que tu as vécu avant ouais. Avant Rio? C'est ça, déjà une frustration de ne pas avoir pu faire les Jeux de Rio. Une frustration que l'année où je me sens super bien, j'ai un report d'1 an des Jeux. Double frustration, surtout qu'il y a encore un mois, on ne savait pas s'ils allaient être maintenus ou pas. Donc oui, j'ai une grosse frustration et je me dis non, là, il faut vraiment le jour J que j'y sois et j'envoie tout, quoi. C'est le moment là d'aller la chercher. C'est tout ce qu'on te souhaite. Mais on va refaire un petit peu marche arrière. On a pris beaucoup d'avance, mais on va faire un petit peu marche d'arrière. Et on va commencer un peu par tes débuts dans le judo. Comment est-ce que tu es arrivé au judo? Pourquoi le judo? Pourquoi pas le foot ou autre chose? Alors, j'ai fait du judo parce que mon père et mon grand-père étaient lutteurs. Voilà, le judo, la lutte, à l'époque, au judo, on pouvait aller encore dans les jambes, donc ça ressemblait énormément avec le judo. Pourquoi on a choisi le judo? Parce que y avait des valeurs, en fait. On avait un code moral. Et en plus de pratiquer un sport, le judo, ça éduquait, en fait. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper active. J'étais un garçon manqué, je me battais tout le temps à l'école. Dès la maternelle, je me battais tout le temps. Et voilà, je grandissais en Seine-Saint-Denis. Mon père, il voulait vraiment que je suis une fille, je serais une femme. Il voulait que je sache me défendre. Et du coup, il m'a mis au judo et j'ai accroché tout de suite. J'ai vraiment pris mon pied. En plus, quand on est jeune, on peut pratiquer avec les garçons. Donc, moi, j'aimais cette concurrence d'aller éclater les garçons sur le tapis. Et puis, je sais pas, je pense que j'avais ce truc judo parce que ça a tout de suite marché. Même les petites compétitions interclubs, je gagnais mes compétitions interclubs. Et puis, petit à petit, j'ai gravi les échelons. On voit les interclubs, départementaux, régionaux, tout ça. Et puis, monter jusqu'aux France, cadet. J'étais encore dans mon petit club quand j'ai fait ma première médaille. C'est quoi ton club d'origine? Le JC Noiséen. JC Noiséen. Oui, Noisy-le-Sec, voilà, les petites villes du 93, à côté de Bondy, Rosny-sous-Bois, tout ça. Et puis, j'avais créé cette routine avec mon père. Il était là à tous mes entraînements, sur le banc, à me regarder. Il s'était pas mis dans une peau d'entraîneur. C'était vraiment le papa qui venait voir sa fille, qui était passionné. Il était content de la voir faire du judo. Et dans son travail, il pouvait avoir une promotion, puis travailler les week-ends et avoir un très bon salaire. Et au final, il n'avait pas pris cette promotion parce qu'il voulait absolument exactement avoir ses week-ends pour emmener sa fille en compète. Donc non, on avait vraiment ce truc, on avait un lien incroyable. Et j'ai continué comme ça. Après, en 2008, j'ai perdu mon papa. J'ai voulu arrêter le judo. Et au final, avec du recul, je me suis dit, lui, son rêve, même quand j'étais très jeune, il me disait « Oh, je rêverais de te voir aux Jeux Olympiques ». Et c'est vrai que j'ai continué dans cette voie-là. Je me suis dit non, je vais y arriver pour moi parce que c'est ma passion et aussi pour lui. Après, j'ai fait d'autres sports à côté, mais j'ai toujours continué le judo. J'ai fait 4 ans de rugby, j'adorais ça. Le fait d'être avec son équipe, de gagner en équipe, de perdre en équipe, d'être un peu le moteur de l'équipe. Donc c'était vraiment une expérience particulière. J'ai fait un peu du foot, j'ai fait du hand et du volley en UNSS au collège. Donc j'ai vraiment goûté, touché à tout. Et après, quand il a fallu partir en sport-études, il n'y a plus de place pour d'autres sports, entre guillemets. Et voilà, j'ai foncé tête baissée et j'ai gravi les échelons petit à petit. Voilà, Pôle Espoir, Pôle France. Et moi, je ne suis pas passée par l'INEF, à l'époque, l'Institut du judo. Anciennement IJ, oui. Exactement, je suis rentrée directement à l'INSEP parce que les entraîneurs seniors m'avaient dit « fais ta candidature ».
Et au final, j'ai fait qu'un an à Orléans et je suis rentrée à l'INSEP en 2012. 2012. Ouais, Ouais. septembre 2012. 2012. Et du coup, raconte-nous un petit peu tes débuts à l'INSEP, comment ça se passe. Est-ce que justement la charge d'entraînement qui est différente que celle que tu avais pu avoir à Orléans, comment toi tu le vis, comment tu t'organises, les études, etc. Comment tu l'as vécu? Alors, au départ, j'ai pas eu trop un changement de rythme parce que vu que je faisais déjà des stages avec l'équipe de France junior, on faisait très souvent des stages avec les seniors. Donc, j'avais déjà commencé à prendre le rythme des entraînements. Après, quand je suis rentrée à l'INSEP et que j'avais tous ces champions, tous ceux qu'on voit voir au Grand Slam de Paris, on se dit ah ouais, ça y est, je suis arrivée dans la cour des grands, quoi. C'est le moment de montrer qu'on est là et c'est le moment de se dépouiller. Mais moi, je l'ai pas mal vécu. Vraiment, je suis rentrée dedans direct. Je voulais me faire ma place tout de suite et j'ai adoré cette certaine aussi liberté d'être en internat, de faire sa petite vie. Je l'avais déjà vécu en Pôle Espoir, Pôle France, mais on avait l'impression d'être vraiment dans le monde des grands. Là, je préparais aussi mon avenir au niveau scolaire, le bac, tout ça. Donc non, au départ, peut-être le petit bémol, c'était de trouver parfois le rythme entre les études et l'entraînement, parce que vu que je devais gérer ma saison junior et senior, je combattais dans les deux catégories d'âge. Il fallait en plus que je sois attentive en cours. Et en général, avec la charge de travail, j'avais une charge de fatigue ignoble. Et c'est vrai que souvent, mes profs aujourd'hui, on te me dit de disaient, refaire ça, tu te dis mais comment j'ai pu faire ça à l'époque? Ah, mais combien de fois le CPE a appelé l'internat pour qu'on vienne me chercher dans ma chambre parce que je restais dormir. Monsieur Thomas, le petit coup de téléphone de Monsieur Thomas à l'internat. Exactement, donc Xavier Dallet qui était là, qui voulait absolument veiller à ce que j'ai mon bac et que je ne sorte pas de... C'est important ce que tu dis parce que même à l'INSEP où tout est fait pour que ça soit aménagé et tout ça, et ça reste quand même compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'en plus quand tu doubles les deux saisons en fait au final. Alors on n'a pas parlé mais des stages, des compètes et puis tout ce qui va avec, hein, la fatigue qui s'accumule, etc. C'est quand même bien d'être encadré et d'avoir des gens qui te mettent un peu des coups de pied aux fesses quand il y a besoin, mais ça reste dur quand même. Ah, c'est clair, mais après, au final, sur le moment, ça nous casse les pieds parce qu'on est vraiment fatigué. Même si j'avais l'école qui était au bout du centre olympique de l'INSEP, j'avais du mal. En fait, le fait de mettre un réveil et de me casser mon sommeil, pour moi, c'était à 100 mètres ou à 50 km, c'était pareil. Il fallait que je me lève et que je sois là en cours et essayer de garder les yeux ouverts et d'être lucide. Donc, c'était hyper compliqué. Et puis, quand on est là, on est dans un processus d'Olympiade, qu'on court après la qualif aux Jeux, etc., on pense qu'à ça, en fait. Et on a tendance à délaisser un peu les études. Maintenant, je pense que j'ai toujours eu quand même des facilités à l'école et que ça m'a quand même pas mal aidé parce que bon, il y avait quelques cours où je pouvais me permettre de dormir ou où il y avait des contrôles que je pouvais me permettre de réviser la veille. Perso, l'année de mon bac, sur une année scolaire, j'ai dû faire en mois complet de cours, j'ai dû faire 3 mois. Ouais. Et au final, j'ai bachoté 15 jours avant mon bac. À 15 jours avant mon bac, j'étais encore en train de récupérer les cours importants que je n'avais pas récupérés dans l'année. Donc voilà, je me suis donné à fond pendant 15 jours. Au final, j'ai eu mon bac. Et voilà, c'était le principal. Je pouvais me concentrer sur les jeux que je n'ai pas fait. Et ça, ouais, donc toi, tu es encore junior. Tu me disais que tu avais la saison junior et senior à gérer en même temps. Tu es championne de France première division en étant junior. Tu es même médaillée européenne et mondiale en étant encore junior. Toujours là en moins de 48. Et là, on se rapproche des Jeux. Après, je crois que là, on est en 2014. Les Jeux, c'est en 2016, donc ça arrive vite. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, justement, cette approche des Jeux de Rio et finalement cette non-qualification, puisque tu vas nous en parler. Alors, on va dire que la descente aux enfers, elle a commencé en 2015. Ouais. En fait, en 2014, vice-championne d'Europe senior, médaillée de bronze au championnat du monde senior. Un mois après, je pars au championnat du monde junior. Je combats dans la catégorie du dessus, en moins de 52 kilos, je gagne. Et en fait, il y a beaucoup qui ont fait ça. Non. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Bubuche,
t'es championne du monde junior en 52 kilos, t'as 2 ans des Jeux, mais monte. Et moi, je lui dis, non, je vais pas monter. J'ai déjà battu la championne du monde dans la KT, j'ai déjà battu la championne olympique. Je suis à, allez, un an et demi des Jeux, je peux pas me permettre de monter. Il va falloir que je serre les dents et puis voilà. Et puis la fédération, eux, de leur côté, ils me voulaient en moins de 48 kilos. Ils avaient deux moins de 52 kilos qui se tiraient la bourre pour les Jeux. Ça leur aurait posé problème qu'on se retrouve à 3 et puis qu'en 48, ils se retrouvent à galérer pour qualifier la catégorie. Donc du coup, et puis moi j'étais jeune, à ce moment-là, on n'imagine pas forcément les conséquences, en fait, les dangers. Nous, on pense juste à notre rêve et à nos objectifs et tout ce qui est autour, on n'y pense pas. Donc du coup, voilà, 2015, moi je pars dans une année où je fais très très peu de compétition. Très peu de compétition parce que j'avais beaucoup de régimes à faire, l'année de mon bac. Donc du coup, j'ai sacrifié mon championnat d'Europe pour passer le bac. Après, il y a eu le championnat du monde. J'avais fait un bon régime. Mais derrière, en fait, j'avais tellement cette émulsion de j'ai fait un super bon régime. J'étais à 47,4, un truc comme ça à la pesée. Je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai la pêche et tout, je vais aller combattre et tout. Et en fait, je passe mon premier tour, mon deuxième tour, je mène mon combat au Azari. J'étais contente, je voulais refaire tomber la fille. Et au final, être tellement pressée de vouloir gagner, je me fais contrer sur une action bidon, quoi. Ouais. Et en fait, pouf, mon championnat du monde, il s'arrête là. Et j'avais vraiment besoin de ces points pour la qualité des Jeux et pour le placement dans les Jeux. Donc voilà, gros coup de massue, grosse claque. Derrière, je prends beaucoup de poids. Et il a fallu faire... les années qui ont suivi, il y a eu 2 paris. Il y a eu un en octobre ouais. et en février. J'ai pas fait le poids aux 2. Il y en a un, j'ai pas fait le poids pour... 50-100 grammes, parce que la balance, à la dernière seconde, dernier moment de la pesée, elle oscille entre 50 grammes et 100 grammes. Au final, 48-100, ciao, Et pas là, de compétition. Déjà, ouais. Donc là, ça commence à être dur. Derrière, on essaye de me relancer sur des compètes, mais bon, vu que j'avais fait le yo-yo déjà, j'avais trop de poids à reperdre, donc ils ont attendu un petit peu et j'ai dû refaire... Du coup, j'ai tenté de refaire Paris. Et au final, là, je suis pas à 3 heures de la pesée. J'ai tout arrêté parce que déjà, j'avais des problèmes de santé. Je tenais plus debout. Quand les bains chauds, je tombais dans les pommes dans mes bains chauds. On va combattre le lendemain dans cet état. Il y avait une autre compète, j'avais pas fait le poids. Enfin, on avait stoppé la descente au poids parce que j'avais du sang dans mes urines. Donc, je me dégradais. En fait, mon corps, il se dégradait petit à petit. Et là... Vraiment, le pari qui m'a traumatisée, c'est celui où, en gros, j'allais courir, je commençais à tomber dans les vapes, donc je me mettais dans le bain chaud, je retombais dans les vapes, on prenait ma tension, on me disait ah bon bah c'est bon et tout, c'est encore bon, elle peut repartir perdre son poids, et puis hop, dès que ça allait pas, on était parti dans des trucs vraiment trop dangereux. Au final, j'ai arrêté cette descente au poids 3 heures avant ma pesée, et puis derrière. Le club qui, depuis un moment, insistait pour que je monte auprès de la fédération, a dit pendant le stage, ça suffit, on arrête les dégâts. Elle peut faire Tokyo 2020, elle peut faire les Jeux de Paris, les Jeux de 2024. On arrête la casse là, son corps, c'est son outil de travail. Et du coup, derrière, on a annoncé à la fédération que je montais de catégorie. Très dur à avaler, hein, ils n'étaient pas d'accord, mais ils me disaient oui, c'est dommage, t'as quelques mois des Jeux. Enfin, c'est des arguments où tu sais très bien que même si tu sais que tu mets ta santé en jeu, t'as pas envie d'entendre dans quelques mois t'as les Jeux parce que tu sais que ça va aller au-delà de... Bien sûr. T'as juste envie d'entendre à ce moment-là, parce que ça fait des mois que tu crées la sonnette Pense d'alarme. à ton intégrité physique ou la suite de ta carrière. Là, eux, ils voient à court terme, ils voient une potentielle chance de médaille pour les Jeux. Et je pense qu'effectivement, ils ne s'imaginent pas. À ce moment-là, c'est ta carrière et c'est pas la leur. Donc, je pense que. Et en plus, c'est vrai qu'avant de préparer le petite interview, là, on a regardé Il y a un intérieur sport qui qui en parle très bien. Tu sais, qui vous suit, Bande toi, de filles. Ouais, qui vous suit, toi, Clarisse, qui était super bien. Automne. Il y a Audrey Choléo aussi. Ouais. Audrey, il doit y avoir. Et on Mimi voit Andéol Laetitia aussi. Payet aussi à ce moment-là qui forcément se frotte les mains puisqu'elle s'est dit. clair. Mais là, avec le recul, maintenant, quand tu y repenses,
Est-ce que tu te dis pas que les choses sont allées beaucoup trop vite en fait? Au final, de ta sortie du pôle, de l'INSEP, des performances en fait finalement qui se sont super bien passées, que comme tu dis, tu es dans le bain, tu fais ta saison junior en même temps que ta saison senior, que tu fais les stages, et puis qu'en fait petit à petit ça fonctionne bien et que tu te retrouves à intégrer l'équipe senior. Est-ce que au final, quand tu arrives à ce fameux février 2016, est-ce que évidemment le corps il dit stop parce que c'est clair que ça ne suit plus, mais est-ce que tu ne te dis pas maintenant un petit peu avec le recul, peut-être qu'en fait les choses sont allées vite d'un coup, quoi. Tout s'est enchaîné rapidement et que dans le bain, t'as peut-être pas, toi et peut-être aussi les entraîneurs, etc., pris la pleine mesure du truc, quoi. Qu'au final, comme tu dis, t'es encore une ado, quoi. En fait, on va dire que à ce moment-là, j'ai performé très très vite, très tôt. Et en fait, je me disais juste, j'ai pas de temps à perdre. C'est pas parce que j'ai 17 ans que je vais attendre d'en avoir 19, 20, d'être dans ma catégorie d'âge pour performer. Et je me suis dit non, t'es junior, t'es performante, tu peux performer en senior, bah prends ce que tu peux prendre sur le moment même. Donc voilà, tout s'est enchaîné. Après, c'est vrai que bon, maintenant, je pense que j'aurais toujours des regrets de ne pas être montée de catégorie plus tôt parce que je pense que je pouvais avoir mes chances de qualification en moins de 52 en me donnant 2 ans. Surtout que bah, voilà, aujourd'hui, j'ai pas eu trop de mal à m'insérer dans cette catégorie. J'ai performé tout de suite. Donc je me dis, voilà, c'est dommage maintenant. Si aujourd'hui je suis aussi performante, c'est peut-être parce que j'ai eu aussi ces expériences-là. Qui t'ont forgé et qui, bien sûr. Exactement. Donc oui, si ça a été vite. Maintenant, il y a des fois je regrette et d'un autre côté, je regrette pas parce que je me dis, si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que je suis passée par là en fait. Peut-être que j'aurais pas supporté ou surmonté certains obstacles que j'ai eus là ces dernières années si j'avais pas vécu ça auparavant. Et puis je pense que j'étais tellement devenue un robot en fait que j'intériorisais tout, je parlais pas, je souffrais mais je le disais pas. Je mangeais pas, j'allais courir des fois avant une compétition 3-4 fois dans la nuit, je me mettais des réveils à 1h du matin, 3h, 5h, à 7h je devais être dans le bus pour partir à l'aéroport. C'est tout plein de choses que même des fois je n'osais pas en parler parce qu'en fait on a honte. Tu peux pas dire tiens j'ai été courir déjà 4 fois cette nuit le matin, non, t'arrives, t'es dans le bus avec tout le monde, t'as la pâteuse, tu fais genre l'air de rien, tu prends ton chewing-gum et puis tu te dis bon bah vivement qu'on arrive là-bas. Pas de la journée en plus le chewing-gum. Exactement, donc non, en plus de ça, il y a toute cette histoire on a l'impression d'être pas honteux, mais on a honte en fait d'être dans cette situation-là en fait. Et oui, ça arrivait vite. Maintenant, voilà, j'ai pas pu. Au bout d'un moment, le corps en fait, il dit stop, il dit tout simplement stop. Et derrière. Ce qui m'avait achevé, c'est que j'annonce que j'arrête ma qualification pour les Jeux de Rio. Et en fait, pendant ce stage, et dans le stage, ils annoncent les sélections des prochaines compétitions. Ouais. Et là, j'entends Amandine Bouchard en moins de 48 kilos. Mais le truc, je me suis mise à pleurer. Je me dis, mais c'est quoi cet enfer? En fait, on m'écoute pas, quoi. Vous m'écoutez pas, en fait. Oui, alors après, ça revient vers moi. On va faire un protocole avec des pesées, d'organiser à tel temps de jours avant la compétition pour que tu sois à ce poids-là, nanana. Mais ça, je le faisais déjà avant. Pourquoi en plus, là, vous allez me rajouter la pression parce qu'on officialise des pré-pesées, en fait. C'était pas la solution. Et au bout d'un moment, je me souviens, ce stage qui m'a traumatisée. Et je pense que si j'avais le choix d'y aller dans mes futures années, c'est le stage de Nymburk. Ce stage, c'est en République tchèque, il a été horrible pour moi. Parce que c'était un stage où, à la fin de ce stage, j'allais avoir une pré-pesée. Et où, le matin, je déjeunais pas. Je faisais d'abord entre 1h et 1h15 de footing ou cardio. Je déjeunais quelque chose. J'enchaînais avec une séance judo. À la fin de ma séance judo, j'allais en salle de muscu, finir avec 45 minutes de vélo. Je mangeais, je faisais une sieste, je refaisais judo, 45 minutes et c'était comme ça tous les jours. Et je devais me lever, je me faisais peser tous les jours à 7h. Donc au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. C'est un bon moyen d'arriver au poids, mais derrière d'arriver à la compète c'est un bon moyen de te dégoûter en fait tout court. D'une, de te dégoûter, de te casser en deux et puis… Exactement, puis psychologiquement, bien sûr. Ta tête, t'es pas libérée. Donc même si tu manges peu, même si tu manges ce qu'il faut, en fait ça se débloque pas. Parce que psychologiquement, ça allait pas en fait.
Et au bout d'un moment, j'ai craqué, on va dire, osé en parler à mon entourage, à mes meilleurs amis qui étaient avec moi pendant le stage. Parce que voilà, il y avait plein de choses qui se passaient entre la fédération et moi, enfin certaines personnes de la fédération et moi, où voilà, j'étais, on va dire, manipulée, qu'on me forçait à faire certaines choses. Et au bout d'un moment, quand j'ai mis au courant mon entourage, ils m'ont dit mais Buche, en fait, tu veux quoi en fait? Ouais. Tu veux finir dans un hôpital en dialyse en fait? Et ça, on l'entend notamment dans l'intérieur sport, où quand tu discutes avec Clarisse, tu dis mais Bubuche, tu penses à ta santé un peu? C'est ça. Et bah, heureusement que tu t'es écouté toi, mais aussi tu as été bien entouré. Mais je me souviendrai toujours que quand j'avais raconté ça à Clarisse, Clarisse s'était mise à pleurer et elle m'avait dit Bubuche, mais tu te rends pas compte, tu es en train de te pourrir la santé. Moi, j'ai pas envie de te voir dans un hôpital en dialyse. Le jour où tu n'as plus de reins, c'est fini le judo, mais pas que le judo, en fait, ta vie de personne, de femme tout court, en fait. Il y a une vie après le judo aussi. Exactement, et derrière ça, j'ai osé en parler à mon club de tout ce qui se passait, parce que je gardais tout pour moi, je racontais rien. On m'avait vraiment formaté pour que je dise rien, que je subisse et que voilà. Et au final, j'ai tout raconté à mon club. Mon club a entamé des procédures pour qu'on me laisse tranquille. Et même psychologiquement, j'ai été suivie. Myriam Salmi, qui est aussi psy de Teddy, m'a ramassée dans un état. Elle m'a dit, enfin, j'en avais jamais beaucoup parlé, mais en fait, tout le monde sait que je suis partie en Espagne, donc pour essayer de me reconstruire. À Valence. Mais c'est que j'ai pas vraiment eu le choix en fait. C'était soit par rapport aux symptômes que je présentais, soit j'allais dans un hôpital psychiatrique, soit on tentait autre chose. Moi, ma psy, elle me connaît, elle savait que si on me mettait dans un endroit pareil, j'allais péter une durite et que ça allait encore plus me détruire. Donc du coup, elle m'a dit, il faut qu'on trouve un endroit qui soit hors de ton quotidien, avec des personnes qui sont pas négatives. En fait, tout changer. Il fallait tout changer mon environnement, mais aussi que je sois qu'il y ait quand même un suivi. C'est-à-dire que ce qui a été autorisé, c'est que bon, j'ai trouvé un lieu qui me faisait du bien. Donc moi, pendant ma carrière, des fois, j'allais en Espagne pour me ressourcer. Elle m'a dit, ok, on choisit l'Espagne, mais je te laisse partir sous condition, si seulement tous les 2-3 jours, ou après, au fur et à mesure, c'était une fois par mois, on avait des séances en visio pour garder, en fait, faire un suivi. Ouais. Donc du coup, la fédération avait interdiction de me contacter, tout journaliste avait interdiction de me contacter. Parce que voilà, comme partout, les journalistes disaient là alors, vous montez de catégorie, la fédération, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Mais en fait, j'avais même pas, ça m'intéressait même pas de raconter. En fait, il y a des choses qui vont jamais savoir, que je ne dirai jamais. Mais pour moi, j'étais pas là en fait pour faire la polémique. J'avais juste envie de me soigner et qu'on me laisse tranquille en fait. Prendre du temps pour toi et voilà. Et me reconstruire. Et du coup, je suis partie là-bas et franchement, heureusement que je suis partie là-bas parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne ferais même pas de judo. Ouais. J'aurais commencé ma carrière dans un autre sport parce que je pense que je ne peux pas vivre sans sport et sans le sport de haut niveau. Mais le judo, c'était fini si je passais pas par là. C'était fini. Là, on arrive à ce moment-là, c'est fatal parce que quand on prépare un peu l'interview, on regarde, on prend les notes et en fait, c'est là où tu décides et tu dis stop. C'est la fameuse pesée du 18 mars où en fait, tu dis ciao les gars quoi. Là, tu avais prêté quoi. Ça y est quoi, c'est bon. J'espère que le message il est compris et après, comme tu dis, toute la procédure. Comment on s'en remet de ça? L'Espagne déjà. Déjà l'Espagne, mais ça m'a vraiment... C'était incroyable l'Espagne, comment ça m'a reconstruit. Je suis partie dans un environnement, vraiment je suis partie presque sac à dos dans le dos, parce que bon, je les connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui, je les connais, je les connaissais juste comme ça, parce que bon, on se croisait en compétition, etc. C'était sac à dos. Je suis partie dans une ville où j'avais quand même 2-3 amis, des athlètes qui étaient en route pour les Jeux. Et puis, au départ, ça a démarré avec un Airbnb. Voilà, je me suis trouvé un Airbnb. À la base, personne ne me voyait là-bas. J'étais partie en Espagne, mais j'allais pas au judo parce que j'avais même pas l'intention de reprendre le judo. C'est juste que j'aimais, voilà, il faisait beau, les gens sont gentils, je pouvais apprendre une autre langue, me changer de mon quotidien. Et en fait, petit à petit, ça s'est su que j'étais là-bas. Puis Sugoi, l'entraîneur, il m'a écrit et puis il m'a dit, tu sais, je suis pas là pour t'obliger à quoi que ce soit.
mais t'es pas obligé de reprendre du judo. Mais si ça peut te faire du bien, ne serait-ce que reprendre un peu de sport en groupe avec nous, histoire de rigoler, de te changer les idées et de pas être toute seule, bah viens. Génial. Et au départ, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, souvent j'allais me promener toute seule, etc. Je faisais ma vie, je faisais mon sport dans mon appart ou dehors, j'allais courir à la plage. Puis un jour, je me suis dit, oh, allez, je vais y aller. Un peu de judo. Et au final, je suis allée courir et faire une petite prépa ou un petit foot. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Ils ont été super accueillants. Ils me disaient, ouais, est-ce que tu veux manger avec nous? Nanana. Alors, j'allais dans leur université manger les midis avec eux. Ils m'invitaient chez eux. Enfin, vraiment, j'ai commencé à rentrer dans une famille, en fait. Et petit à petit, à force de faire les prépas, et puis de temps en temps, on voit un en kim, etc., bah, je me suis dit, oh tiens, j'aimerais bien reprendre un petit peu le judo quand même. Je me dis, là, j'avais envie de reprendre, mais avec du plaisir. Avant, quand je mettais le kim, c'était, pour moi, je vais faire du judo pour me perdre mon poids, en fait. Je me levais pour perdre mon poids. C'était même plus une passion, en fait. De sens, non, ouais. c'était faire une activité, c'était perdre du poids. Je prenais pas les transports, je m'étais acheté une trottinette, un vélo pour pouvoir, même en allant au sport, faire du sport pour perdre mon poids. Donc vraiment, tout tournait autour de la perte de poids. Et du coup, j'ai repris un peu judo avec eux et franchement, ils m'ont offert des kimonos de l'Espagne. Et j'ai commencé à reprendre judo et j'ai pris tellement de plaisir en fait parce que eux, c'est ouvert. On n'est pas dans une ambiance de concurrence. Ils sont gentils. J'étais même pas de chez eux que Sugoi, Laura Gomez, sa femme qui, elle, était en train de préparer les jeux, m'encourageait pendant les entraînements, etc. Même quand je faisais tomber les gens de là-bas, en fait. Tout, grosse bienveillance. Exactement, grosse bienveillance. Puis il y en avait plein de gens étrangers qui venaient s'entraîner. Donc, en fait, système de famille comme ça. Et j'ai repris goût au judo. Puis voilà, j'y suis restée des mois et des mois à me reconstruire. J'avais un excellent suivi club aussi. J'ai dû rentrer. Je suis partie là-bas début mars. Et je suis rentrée qu'en septembre. J'étais rentrée... Pendant toutes ces périodes, j'ai dû rentrer 2 fois en France, histoire de récupérer des affaires, et une autre fois pour être présente à la fête de mon club. Et sinon, c'est tout. J'ai passé tout mon temps là-bas et j'ai trouvé un autre appart. Et pour moi, au départ, je voulais faire ma vie là-bas. Ouais. Et j'avais tellement la haine en faire ma fédération que j'étais en train de me préparer à changer de nationalité. Ah ouais, carrément. J'avais demandé des contacts avec le roi d'Espagne pour pouvoir faire un changement de nationalité parce qu'en général, changement de nationalité, il faut se marier, mais bon, j'avais pas forcément envie de passer par là. Donc, j'étais partie dans un truc où j'avais un sentiment de haine et en fait, je pensais qu'à une chose, c'est punaise, là, j'ai mon kimono espagnol, je vais devoir attendre 2-3 ans avant de pouvoir recombattre, mais quand je vais revenir, vos Français, je vais vous les tordre. Et en fait, je pensais qu'à ça. Et en fait, cette rage, cette haine, elle m'animait et en fait, elle me faisait revenir plus forte. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, retour sur Terre, quoi. Financièrement, comment je fais, moi, pendant 3 ans pour subvenir à mes besoins? En Espagne, on ne gagne pas des milliers et des cents. Je ne pouvais pas combattre tout de suite pour le pays. Je ne pouvais pas forcément, donc pas faire de compète, donc pas de primes, etc. Et le club, bien sûr qu'il était toujours là pour moi, mais comment tu justifies auprès des sponsors que tu ne combats pas pendant 3 ans, il faut les représenter, donc l'argent, ils ne vont pas te le donner comme ça. Donc là, il y a eu une prise de conscience et je me suis dit, ce choix-là, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, je te coupe, pendant ce temps-là, tu es toujours à Champigny. Oui. Et le club, justement, qui t'a aidé un peu à te reconstruire aussi, t'a dit, vas-y, pars. Et en gros, reviens quand ça va bien. Quoi. Exactement. J'avais tout en contact avec eux. Ils me demandaient comment se passaient mes entraînements. Ils voyaient que je prenais plaisir. Et puis après, on a commencé à reparler. Et puis, on dit comment tu vois le reste de ta saison, ta carrière, etc. Et au final, ce qui a aidé aussi, c'est que le staff a changé. Donc, il y a eu des nouvelles personnes, ça a bougé. Les personnes, entre guillemets, avec qui j'avais des traumatismes ont été écartées. Donc, ça m'a aidé à revenir. Bien sûr, je n'ai pas pu revenir du jour au lendemain à l'INSEP comme ça. Il y a dû y avoir un processus, c'est-à-dire un peu de club, un peu d'INSEP, un peu d'IJ. Parce que les premières séances que j'ai fait à l'INSEP, déjà quand j'arrivais devant le portail, j'avais des crises d'angoisse. Ouais. Devant le dojo, pareil, comme une sensation d'étouffement en fait. Comme si je faisais de l'hyperventilation en fait. Ouais. Tellement j'étais stressée, tellement j'étais angoissée. Et dès que j'arrivais dans les vestiaires, j'avais mis le kim, j'avais l'impression c'était trop bizarre, mais
En fait, tout le monde était content de me voir, mais d'un autre côté, j'avais honte de revenir. Tellement j'avais été écartée de ce Loin de monde-là tout ça, pendant ouais. longtemps, que j'avais pas fait les jeux, etc. Alors que dans les journaux, l'étoile brillante, nanana. En fait, d'être passée de tout à rien, j'avais honte. Et du coup, quand j'ai commencé mes premières séances de judo, c'était juste horrible. En pleine séance, même pas au bout de 15-20 minutes, je partais en courant, enfin en courant entre guillemets, je m'éclipsais en Parce que tu te pleurant sentais mal et je partais. d'être là, quoi. Ouais, je ne pouvais pas être là en fait. Et du coup, ça a été un processus hyper long Très progressif, quoi. où j'ai fait mes prépas avec le club, etc. En plus de ça, j'étais quand même en équipe de France. J'étais médaillée, j'étais championne du monde junior en moins de 52 kilos. Mais j'ai quand même dû tout recommencer le processus de compétition. C'est-à-dire retourner sur Championnat des... de France, les compètes. Exactement, Arlon. C'est même pas une open... European Open, même exactement, pas. C'est un tournoi Arlon, j'ai dû me international. refaire Arlon. Après, j'ai fait une African Open en Tunisie ou je sais plus où. Après, j'avais fait une autre compète. Et là seulement, on s'est dit, ah, tiens, on va commencer un petit peu à la ressortir, quoi. Et du coup, après ces compétitions-là, j'ai eu ma première sélection en Grand Prix. Enfin, je sais plus non, c'était un Grand Prix encore du Düsseldorf. Et en fait, là, je fais du Düsseldorf et je fais 2. J'arrive en finale. Donc, et là, ça a tout relancé le processus. J'avais tellement la haine et la rage de revenir que voilà, toutes les compètes que je faisais, j'étais sur le podium, à part les championnats. Dès que je retournais en championnat, j'étais crispée. J'arrivais pas à faire judo. Et pendant 2 ans, je me foirais sur les championnats. Et comment tu l'expliques, ça, ce stress? Pourquoi il réapparaît soudainement au championnat alors que sur les tournois, là, tu avais quand même une grosse résilience, gros rebond après tout ça? Ouais, tu étais peut-être avec le club, non, sur le tournoi? Alors, les Grands Prix et tout, j'étais avec la Fédé. Mais en fait, ce qui me mettait la pression, c'est que vu que dans le monde du judo, je revenais, c'était à moins de 48 qui était passé en moins de 52, on connaissait un peu mon histoire, machin, et que je revenais, je faisais des résultats sur les Grands Prix Grand Slam, mais en fait, je me mettais une pression sur on m'attend sur les championnats, en fait. Et à chaque fois, bam, sur les championnats, je me foirais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai changé ma manière de penser, d'aborder les combats, mes attitudes, etc. Et puis, au fur et à mesure, là, j'ai commencé à refaire mes médailles en championnat. Et d'assumer en gros mon rôle de leader. Ton statut. Exactement. Toujours en étant accompagné, j'imagine. Tu dis j'ai changé ma manière dans ta tête, toujours accompagné de Myriam sur le suivi psychologique. Oui, j'avais Myriam. Après, j'avais le club avec les entraîneurs. J'étais avec Séverine, Larbi et Lucie. On travaillait un peu sur mes attitudes en combat, comment aborder certains adversaires, etc. Et du coup, avec le temps, je prenais confiance en moi. Parce que quand je suis arrivée en moins de 52, pour moi, je me mettais déjà en dessous. Je disais, je suis la moins physique de la KT. Je suis moins ci, je suis moins ça. Et en fait, je me positionnais toujours en dessous des autres. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment prendre conscience des capacités que j'avais, de la place que j'avais prise dans cette catégorie-là. Et en fait, j'ai commencé à performer sur mes championnats et devenir encore plus forte quand j'assumais en fait cette place que je m'étais fait dans la catégorie. Mais aujourd'hui, quand je gagne mes compétitions, je réaffirme que je suis là, je suis encore plus confiante. Après, bien sûr, sur des compétitions, je sous-estime personne. Et je me dis pas, ouais, je vais tout vous éclater chez moi la numéro 1, pas du tout. Mais je sais que je fais partie des plus fortes de la KT et que je sais ce que je veux, j'ai des objectifs et que je ferai tout pour les atteindre. Donc, du coup, ouais, ça a vraiment été un travail très, très psychologique sur ces dernières années. Mais c'est super. Et donc du coup là, depuis maintenant, c'était il y a combien de temps du coup le premier grand chelem que tu refais? Düsseldorf du coup? Düsseldorf, après il y a eu la Géorgie, j'ai gagné la Géorgie, aux Europes je me suis foirée. Après il y a eu la Croatie, j'ai fait 2 en Croatie. Les mondes, je me suis foirée. C'était quelle année ça? C'était 2017-2018? 2017-2018. Okay. Et vraiment fin 2018, 2019, 2020. C'est vraiment des années où j'ai commencé encore à monter en puissance, où chaque année j'étais en finale des masters. Ça fait 3 ans, je suis en finale du master, une des compétitions quand même les plus relevées. Je suis toujours dans les blocs finales sur tous les championnats, même si au championnat du monde à Tokyo je fais 5. J'étais dans le bloc final. Derrière,
Je pense que cette grosse baffe, elle m'a beaucoup aidée parce que derrière, je vais gagner le Grand Chelem de Tokyo. Au Japon. Ouais. Exactement. D'ailleurs, les 3 grands slams que j'ai au Japon, les 3, j'ai toujours été médaillée au Japon. Alors, ça fait partie des compétitions les plus difficiles de monter sur le podium. Et c'est là, petit à petit, où vraiment tu prends confiance. Je prends confiance et je commençais à monter en puissance. Et peut-être que là aussi, après cette période des Jeux de Rio, tu prends confiance en toi, mais tu commences aussi à retrouver confiance en ton entourage. En mon entourage aussi. Ce qui n'était plus le cas quand tu étais en moins de 48, où tout le monde voulait un peu... ça part du gâteau, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, tu retrouves confiance en ton entourage, en toi. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que... Je pense que ça y a fait énormément parce que déjà, quand on a confiance en son entourage, ça aide énormément. On arrive plus facilement à exprimer ses besoins, ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là, le staff que j'avais, je me sentais en confiance, entre guillemets, et c'était plus facile pour dialoguer. Et puis, ouais, je sais pas, tu pars pas déjà stressé sur tes entraînements, tu as vraiment un poids en moins. Et d'autant plus que, là, je me trouve chanceuse, c'est que beaucoup de gens qui sont montés de catégorie ont explosé. Soit ils ont arrêté derrière, soit ils ont eu beaucoup de blessures, soit ils ont pris 2 catégories. Moi, après ça, j'ai pris du poids sur ma période où je suis arrivée en Espagne en dépression. Et en fait, au fur et à mesure, mon poids redescendait et je suis devenue plus légère que lorsque j'étais en 48. Fin d'année 2017, là, on a dit qu'il faut que je fasse de la muscu parce que des fois, j'étais au quotidien en dessous de 52. Ouais. Et du coup, non, là, on m'a dit, là, il faut que je fasse de la muscu. Pour moi, il était hors de question de faire 3 kilos de régime. C'était fini de nouveau, pour moi. bien sûr. Pour moi, c'était j'assure ma place, je me muscle, voilà. Et comment tu gères ça aujourd'hui, maintenant, cet aspect, ton poids, tu t'es plus regardante qu'avant ou ta nutrition, comment tu... Alors, on va dire que, encore l'année dernière, même, pourtant, je suis pas lourde, j'avais tendance à me peser tous les jours. Ouais. Alors, j'ai eu mes périodes où je montais pas du tout sur la balance. À l'époque, je la fuyais presque. Quand on me disait, viens, on va te peser, je pleurais. Je te rassure, je la fuis aussi, moi. Si je peux la croiser, de moi, je sais même pas s'il y en a une chez moi, tiens. Ah non, c'était horrible. Et après, avec le temps, quand je suis rentrée là, en 52 et que mon poids, il était bien, mais en fait, tellement pour me réconforter que ça allait, je me pesais souvent. Et en fait, je voulais absolument pas avoir des problèmes de poids, donc je régulais tout le temps. Et aujourd'hui, non, j'ai vachement diminué. Par exemple, là, quand j'ai poussé encore un peu sur la muscu, quand je mange bien, je monte à 54 et je fais attention la semaine de ma compète, quoi. Je vais réduire les cochonneries, je vais pas grignoter. Ça descend tiens, le jour du départ, je vais me boire un thé, manger une salade, un petit truc. Et puis après, s'il faut que je cours. Mais en général, je cours pas, quoi. Et je peux même manger. Des fois, je me dis, au championnat du monde à Tokyo, je mangeais tout la veille de ma pesée. Même le jour de ma pesée, le midi, j'avais mangé. Ça, c'est un truc que j'avais jamais imaginé. Jamais. Des fois, je mangeais pas 15 jours, 10-15 jours en 48. Oh là là. Donc, c'est plus une obsession, quoi, en fait. Ça devient plus quelque chose de... en fait, maintenant, tu sais que voilà, ça se gère, tu arrives à bien le gérer, ça devient plus une prise de tête et c'est de l'énergie que tu perds en moins. Exactement. Je suppose, en tout cas, pour la compétition à la suite, quoi. Et je dors, parce que le sommeil, c'est hyper important. Je dormais pas à l'époque, je faisais des insomnies, parce que ta tête, elle travaille. Ouais. Des fois, j'avais faim, j'avais envie de me lever, manger un truc, mais je pouvais pas. C'était horrible. Et en plus, j'allais courir en pleine nuit, donc... c'est compliqué pour dormir, quoi. Ah ouais, et puis j'avais des bobos partout, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ouais. Et puis, tu as plus de temps aussi pour ton entourage. Avant, j'étais surveillée. Si j'allais au cinéma avec mes amis, le lendemain, on me disait alors, t'es au cinéma ? T'as mangé quoi ? C'était incroyable. Et là, j'avais même eu, à cette époque, j'avais supprimé Snapchat et tout ça. Les réseaux. Parce que j'ai l'impression qu'on m'observait ou qu'il y avait des taupes. C'était un truc de malade. Ouais, tu deviens parano, quoi, après. Mais franchement, tu devenais parano. C'était un truc de fou. Est-ce que du coup, maintenant, on va aborder d'autres petites questions un peu plus ludiques. Est-ce qu'il y a des gens qui... Là, tu peux nous citer des gens qui t'auraient marqué dans ton parcours de judoka ?
Bah, dans l'ordre. Si tu devais en citer, autant que tu veux. Hein, ouais, et puis ces ça peut être gens-là, aussi des gens de l'extérieur, tu vois, avec qui tu aurais pu avoir des discussions, voilà. des choses qui t'ont fait un moment capter des choses et. Bah, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont énormément aidée. Et en fait, le fait déjà d'avoir perdu mon père et d'être en très mauvais termes avec ma mère, je pense que j'ai toujours recherché chez les gens ce côté paternel, en fait. Et du coup, j'ai vraiment mes 2 profs de judo, Cathy et Jean Mouette, qui eux m'ont fait commencer le judo. Et voilà, c'est eux qui m'ont donné goût aussi au judo. J'avais beaucoup accroché avec Nicolas Motion quand j'étais au Pôle Espoir. Je retrouvais un peu ce côté paternel chez lui. J'avais beaucoup, beaucoup progressé. Derrière, il y a Amina qui m'a vraiment marqué. En cadet junior. Ouais, en cadet, à me coacher sur mes premiers championnats d'Europe, du monde. Je vais dans l'ordre hein, parce que bien sûr, après, j'ai eu Totov, Christophe Massina. Je pense dans mes entraîneurs nationaux, ce sera toujours celui qui m'aura le plus marqué, celui à qui je me suis le plus accrochée en fait. Je voyais vraiment en Totov vraiment un second père en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait d'autant plus mal dans la période de perte de poids. Je sais qu'il voyait que je souffrais, mais lui, il avait pas ce était discours, dépendant de la fédé. Exactement. Ouais. Donc lui, je savais qu'il faisait au mieux pour moi. Il était là, il m'avait même proposé de l'aide, de la sophrologie par rapport à sa femme, etc. Je sais qu'il voulait m'aider, que ça lui faisait du mal de me voir comme ça, mais à la fois, il était dépendant de tout le système en fait. Mais voilà, aujourd'hui, je n'en veux même pas. Hein. Totov, ça restera toujours Totov. Et vraiment, Totov, il m'a vraiment marqué. Après, derrière, Audrey Bonhomme, parce que là, aujourd'hui, même aujourd'hui, elle a le rôle de seconde mère, entre guillemets. C'est elle qui m'a remis un peu sur le droit chemin quand je partais en vrille. C'est elle qui est toujours là, de bons conseils. C'est une des personnes, quand il faut me dire non, elle me dit non, quoi. Elle sait ce qui est bon pour moi. Et elle a toujours été de très, très bons conseils. Donc vraiment, Audrey, elle m'a vraiment... ou même aujourd'hui, c'est comme une deuxième mère. Et après, j'ai Séverine Van Den qui m'a aussi vraiment énormément marqué en tant qu'entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Après, il y a 2 ans, j'ai changé de référent. Je suis passée avec l'Arbi parce que voilà, elle avait 2,52 en concurrence pour les Jeux. Et moi, j'ai ce côté un peu exclusivité en fait. Vu que je transmets, je recherche un peu ce côté paternel chez les gens, j'avais du mal à accepter le fait qu'elle est une autre personne de ma catégorie. Tu jalouses un peu ça, mais ce qui est normal. En fait, c'était même pas de la jalousie parce que je reprochais pas d'entraîner l'autre, en fait. Mais j'avais besoin de cette certaine exclusivité, en fait, de me l'approprier. Voilà, Larbi, c'est un très bon entraîneur et aujourd'hui, j'ai énormément progressé avec lui. Donc, c'est vraiment les personnes, toutes ces personnes-là qui m'ont vraiment marqué. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, alors hormis le judo évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire dans la vie, tu vois, pour les gens qui te connaissent pas en dehors du judo, tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement? J'adore jouer au foot. J'adore jouer au foot. Ça reste dans le sport toujours. Tous les dimanches, je fais des fives avec des anciens du judo. J'adore aller au cinéma, mais bon, la période Covid, c'est un peu compliqué. J'adore le karting. C'est vraiment des activités que j'adore faire, le paintball, tout ça. C'est des activités où je retrouve aussi cet instinct de compétition. Donc, je sais pas, dès qu'il y a de la compétition, je m'éclate en fait. J'adore ça sans forcément qu'on est en petit groupe, être en mode mauvaise joueuse ou. C'est pas dans le côté négatif. Je vais être tout le temps dans la compétition, mais ça va pas être. Ça te nourrit. Ouais. Et ça va pas être désagréable pour les autres en fait. C'est pas quelque chose de nocif, de toxique. Donc ça c'est mes petites activités, mais vraiment c'est vraiment le sport. Par exemple, j'aurais aimé reprendre le rugby. J'aurais vraiment aimé reprendre le rugby et trouver un club où je peux aller jouer de temps en temps, mais je sais que c'est des risques de blessure, donc c'est compliqué. Mais compatible. Peut-être après. Ouais, franchement, je sais pas, là en ce moment, je suis plus pour le MMA. Ah ouais? Ouais, j'aime bien la castagne. Une carrière dans la castagne après? On verra, mais je pense que j'aimerais bien. Ouais. On va voir Paris aussi.
Tokyo, Paris, évidemment. Après, on verra. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien un peu la baston. Donc, on verra par la suite. Mais sinon, non. Mes animaux aussi, j'adore mes petits les animaux. Ok. Bon. J'ai un lapin et 2 chinchillas. C'est mes bébés. Et je pense que là, j'ai un projet immobilier. Donc, je suis en train d'acheter. Ouais. Je vais devenir propriétaire et je pense que j'aurai plein d'animaux. J'aimerais bien, par C'est exemple, le dans zoo, mon quoi. futur, ouvrir un refuge. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, vraiment. D'accord. Donc, non, C'est une j'adore passion les pour animaux. et tout. Ouais. Ouais. C'est top. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, alors aussi dans le judo peut-être, ça deviendra plus facilement, mais même autour du judo, s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le monde, ce serait quoi? Une chose hormis le judo? Même Ou dans le dans le judo, judo hein, si ça te vient à l'esprit tout de suite, mais bon, sans nous parler forcément, j'imagine que tu as envie d'enlever le Covid en ce moment, comme tout le Ouais, monde. c'est clair. On a tous un peu marre, mais Franchement, je dirais la pauvreté. ouais. Parce que des fois, je me fais des réflexions comme ça, je me dis, punaise, par exemple, tous ces joueurs de foot qui gagnent des millions et des millions et des millions, ou ne serait-ce que des entreprises qui gagnent des milliards et des milliards, si te donnaient ne serait-ce que 1 milliard ou 1 million de toute ta fortune. Et aujourd'hui, c'est triste de se dire qu'il y a encore de la pauvreté quand tu vois qu'il y en a qui ont des salaires de millions, des millions et des milliards, quoi. Ouais. Donc, ouais, je dirais la pauvreté. Ouais. Ok. Et après, bon, j'ai d'autres choses, mais par exemple, je m'engage aussi vers... là, je me suis engagée récemment sur une association qui combat les violences conjugales. D'accord, ouais, c'est top. Parce que pour moi, c'est vraiment hyper important. J'ai connu beaucoup de gens dans mon entourage qui ont été victimes de violences conjugales, même dans ma propre famille. Et c'est un sujet qui me touche énormément. Et là, notamment avec le Covid, où les gens sont chez eux. où ça a explosé le nombre de féminicides, tout ça. Bah là, c'est un autre thème qui me touche vraiment à cœur et que j'aurais voulu aussi changer. Ouais. Enfin là, à petite échelle, je vais essayer de... Voilà. Tu peux nous donner le nom peut-être de la... Alors le nom, il va changer. D'accord. Donc du coup, pour On est en l'instant, attente, ok. ouais, je suis en attente. Mais en Du tout nouveau cas, nom. engagé associativement pour le... Ouais. Cool. Si on devait faire Enfin, si tu devais faire un moment top et un... Bon, je pense qu'on l'a plus ou moins abordé. Et un moment flop pendant ces petites dernières années, on va dire. Alors le flop, ça va être vraiment mon année 2016. Où, L'année des Jeux. Ouais, l'année des Jeux, ça a été horrible. Grosse dépression. Vraiment le flop. Un des pires flops de ma vie. Franchement, j'ai eu le décès de mon père et j'ai eu ça. C'est 2 trucs qui ont failli faire qu'aujourd'hui, je ne puisse pas être avec vous. Et après, en top, je dirais mon année... Tu as le droit à plusieurs, allez. Franchement, j'en ai eu pas mal, mais là, la dernière que j'ai en tête, c'est vraiment à Doha, le premier master que je gagne, parce que ça faisait quand même 3 ans que je faisais 2e. Et là que je gagne, et je sens que cette année, ça va être la mienne, quoi. Je me dis, là, tu as battu toutes les filles de la KT, tu pars au jeu avec cet avantage-là. Tu sais que tu les as déjà tous battus, donc tu as cet avantage de savoir que y a ça ou ça qui peut marcher sur elle, et tu te dis pas, tu vas arriver au jeu, tiens, j'ai pas de solution sur cette fille-là ou cette fille-là. Donc je pars avec un gros avantage, et je pense que ça a été pour moi mon top, parce que j'en avais vraiment besoin après toute la période Covid, etc. Ouais, donc je dirais que c'est mon top. Ok. Bah, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Ouais. d'arriver au top pour Tokyo et de décrocher la plus belle des médailles. C'est clair. Est-ce que tu voudrais une petite phrase ou un petit conseil pour ceux qui nous écoutent avant de conclure? Si tu as quelque chose dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas forcément évoqué? Non, je dirais aux gens que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans le monde du sport, à partir du moment où on veut réussir quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, peu importe le temps que ça prend, ça arrivera à aboutir, et que
faut pas qu'il ne faut pas se mettre en tête qu'on ne peut pas faire certaines choses. On peut arriver en se fixant des objectifs et en faisant en sorte de mettre les choses, comment je pourrais dire ça, en gros de réunir toutes les conditions pour pouvoir réussir. Au final, ils arriveront En se donnant les moyens de... Exactement. Et pour toutes les personnes qui veulent abandonner, qui au premier obstacle se disent je ne vais pas y arriver, je pense qu'aujourd'hui, après toutes les choses qui me sont arrivées, je suis encore là, c'est parce que à chaque fois j'ai essayé de me relever, à chaque fois je me suis relevée, à chaque fois je me suis relevée, et à chaque fois qu'on se relève, on est encore plus fort. Donc il ne faut pas avoir peur de se relever, faut se battre pour ce qu'on veut et pour les choses qu'on aime. Et quand on s'en donne les moyens, on finit forcément par y arriver. Voilà. Ouais. Moi, j'avais un petit truc sur lequel on est passé aussi. Tu es membre de l'équipe de France et on a une équipe de France féminine quand même qui est assez incroyable. C'est ouf, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Franchement, chez les masculins aussi, parce qu'on a une équipe de France qui est forte, qui Bien sûr. malheureusement ne performe pas autant que les filles, mais là, en même temps, Mais on a c'est une difficile équipe de faire aussi féminine, bien. qui rayonne actuellement au niveau mondial, franchement. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tes coéquipières de l'équipe? Est-ce que c'est aussi motivant d'avoir des nanas comme ça autour de soi? En plus, tu l'as dit, il y a des amis comme Clarisse. Déjà, c'est une certaine fierté parce que, comme dirait Larbi, la gagne attire la gagne. Quand tu es dans une équipe de filles qui performent, en fait, tu n'as pas envie d'être le maillon faible. Il y a quelques années, on se mettait à la place des Japonaises. Quand toutes les Japonaises avaient gagné, quand on avait une qui perdait, tu disais « Oh la pauvre, c'est la seule à rentrer sans médaille. Oh là, ça va être la honte du truc. » Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous, on se retrouve dans cette position-là. Et je pense que le fait d'avoir une équipe aussi forte m'a beaucoup aidée. Parce que l'exemple du championnat du monde à Tokyo, où j'ai 3 de mes copines qui font championne du monde, j'en ai 2 ou 3 autres qui sont sur le podium, et on était 2 à faire 5e, tu te dis, punaise, qu'est-ce que ça fait chier. On se dit, mais elle n'est pas là ma place, elle est avec elle à fêter la médaille en fait. Et là, ça m'a vraiment mis un gros coup de pied au cul parce que je me suis dit, punaise, mes copines, elles ont fait le travail et pas moi. Et en fait, ça te motive. Tu te dis non, tu as envie d'être une championne comme elle, tu as envie d'être une battante et tu as envie de rester dans ce groupe de gagnants en fait. Et je trouve que c'est hyper motivant au quotidien. On se prend les unes les autres. Donc on progresse. Non, franchement, c'est vraiment une fierté de faire partie de cette équipe. Et d'autant plus que on est des femmes. Aujourd'hui, je défends un peu les femmes. Ouais. Et je me dis, regardez, aujourd'hui, ce qui fait briller l'équipe de France, c'est les féminines. C'est les féminines. Ce sont des femmes. Et on nous catégorise comme femmes fortes et ça me fait énormément plaisir. Après, je suis pas là en train de dire les mecs, non, franchement, ça en est devenu. En fait, ça en est triste parce que nous, on les voit au quotidien s'entraîner dur et on se dit mais pourquoi ça marche pas en fait. On aimerait trouver la solution et j'aimerais qu'ils suivent un peu cette transcendance que nous, les filles, on a et je pense que l'équipe masculine sera forte aux Jeux Olympiques lors de l'épreuve par équipe. Je pense qu'ils vont suivre un peu ce ton, cette chose que nous, les filles, en ce moment, on dégage. Et je pense et j'espère que sur la suite, ça va les relancer pour Paris 2024. Mais je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe. Ouais, vraiment. C'est tout le monde qu'on leur souhaite, qu'on vous souhaite, qu'on te souhaite. Trouver une équipe de France imbattable. Ouais. Dans les années qui arrivent, aussi bien chez les masculins et surtout chez les féminines. Le rester. Écoute, Bubuche, merci beaucoup. Merci à vous. C'était cool, on a passé un bon moment. Merci, moi aussi. Franchement, non, mais c'est vrai, c'était cool. Quand on t'a contacté, tu nous as répondu du tac au tac, que tu étais motivé et tout. Donc, écoute, c'est super sympa. Et si ce podcast, il peut aider un peu les générations futures
ceux qui sont un peu dans le dur en ce moment, les athlètes, les jeunes, en club, en pôle espoir. Bien sûr. Voilà. J'espère Écoute, que j'aurai la chance de pouvoir échanger avec eux. Surtout que voilà, les générations futures, Paris 2024, ça m'embêterait qu'il y en ait qui se retrouvent dans les mêmes problèmes. Qui a les mêmes problématiques que toi. Exactement, Ça peut servir, donc effectivement. c'est pour ça, si ça peut leur servir, monter de catégorie. Moi, j'ai été performante dans l'autre. Non, Voilà. je rigole. Super. Non, mais en tout cas, non, c'était super cool. Mais merci à vous deux, c'était hyper intéressant. Et non, j'ai trouvé ça super cool d'être avec vous. Donc, Bah écoute, encore merci à toi, c'était top. Plaisir Et puis, partagé. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. ciao. ciao. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite.